l'asthme. Mais on va commencer donc par la chronique. Là, le black, c'est peut-être le trac. Donc, il s'agit d'un homme âgé de 12 ans qui consulte pour le dyspnée Ubuntu. C'est un enseignant tabagique handicapé né. Il n'a pas des antécédents personnels ni familiaux. L'histoire de sa maladie remonte à 4 mois. Le patient se plaint d'une dyspnée, d'un soufflement grand et fort, des crises dures de tout, avec des épisodes nocturnes de sifflement. Alors, quel est votre diagnostic? Selon votre avis, quel diagnostic évoquez-vous? De l'asthme de quoi? Non, le diagnostic. Vous cherchez un reflux. Donc, le diagnostic a évoqué l'asthme, mais les arguments en faveur de l'asthme dans ce cas clinique. Les arguments en faveur de l'asthme. La dyspnée, le sifflement. La dyspnée. Tout simplement la dyspnée. Le sifflement. La toux, les griffes. Et le jeûnage, bon. Vous savez, je suis vraiment. Il faut évoquer votre diagnostic. Il faut évoquer votre diagnostic. Sifflement, oui. Mais est-ce que, sauf là, le sifflement, il y a d'autres du sifflement, de la dyspnée? C'est un patient non connu asthmatique. Ensuite, pour la première fois, tabagie. Non, mais je mange asthmatique, je suis adulte. Le fait qu'il soit enseignant, il est exposé au. Bon, le flux, c'est une cause de l'asthme. Le flux, ça favorise la circulation. La crée, ce qui est asthmogène dans les classes, c'est la saleté. C'est l'humidité. Les saletés de rentrée scolaire. مرة ما عادش نهضر امشي الرونتري سكولير toujours على المنزلية mais c'est pas la clé. La clé c'est peut-être ça exacerbe l'asthme. C'est irritant. Il y a la clé qui n'est pas allergénique et les enseignants qui utilisent la clé non allergénique font moins de crises. Ce sont des irritants. Des irritants, mais ça cause l'exacerbation. Pour les plus simples. Toujours la cause de la cause de l'asthme. Mais ça favorise l'exacerbation de l'asthme. C'est terrible, le rentrée scolaire des enfants. Mais donc, je crois que ce n'est pas l'asthme tout seul qu'il faut évoquer. Il faut évoquer d'autres thèmes aussi. Devant le tabagisme, dyspnée et tout qui évolue depuis 4 mois. Depuis 4 mois, c'est une symptomatologie qui est. Il faut évoquer. Non, c'est pas aigu. C'est pas chronique. Mais ça traîne. Les PD, mais aussi les autres diagnostics. Les PCO, ça peut être la BPCO. Donc, une toux qui traîne depuis 4 mois avec la BPCO. Avec le tabagisme, il faut toujours. Donc, il faut rechercher, il faut pousser encore l'interrogatoire, il faut rechercher s'il y a altération de la générale. Vous connaissez tous que dans le programme national de lutte antituberculose, tout qui dépasse 4 jours, il faut évoquer le diagnostic de la tuberculose, quand on est un pays endémique. Donc, il faut toujours rechercher la tuberculose. Donc, pour un patient qui consulte pour la première fois, il faut demander une radiographie thoracique, demander symptomatologie respiratoire qui traîne depuis 4 mois à la toux. On doit évoquer la tuberculose. Il faut chercher dans ce cas notion d'altération d'état général, comptage tuberculeux dans la famille. Bien sûr, l'hémoptysie, ça peut évoquer la tuberculose, mais aussi la séroculture, mais aussi les dilatations des bronches. Ça peut donner des crises de toux. La myoplasie, il ne faut pas passer au côté donc, du cancer du poumon, c'est une symptomatologie qui traîne. Il faut toujours chez un tabagique rechercher NIO.
Mais aussi, pour argumenter le diagnostic de l'asthme, qu'est-ce qu'il faut rechercher dans l'interrogatoire? L'atopie, voilà. Donc il faut pousser encore l'interrogatoire pour rechercher des signes d'atopie, que ce soit la limite, la conjonctivite, l'eczéma. Donc ça argumente encore. S'il n'y a pas d'altération de l'état général, s'il n'y a pas de perte de poids. Bien sûr, on va évoquer tout le diagnostic. Bien sûr, on va évoquer tout le diagnostic et argumenter chaque diagnostic. Et ça paraît le plus probable, c'est l'asthme. Mais il faut pousser encore. Et les jeunes, donc, il faut rechercher l'atopie, parce que l'atopie, elle est plus fréquente chez les sujets jeunes. Ça argumente le diagnostic de l'asthme. Mais il faut demander la radiographie. Surtout, il ne faut pas hésiter. Il faut demander une radiographie thoracique. Et consulte pour la première fois, même si on évoque le diagnostic en premier lieu de l'asthme, il faut demander une radiographie thoracique. Donc voilà, c'est l'asthme, parce que probablement, ce n'est pas le seul diagnostic, devant l'atout paroxystique, ça évolue par crise, les épisodes nocturnes ou bien la survenue des symptômes au petit matin, c'est en faveur, les épisodes nocturnes ou au petit matin, c'est en faveur du diagnostic de l'asthme. Rechercher donc l'atopie, ça argumente encore le diagnostic de l'asthme, il s'agit de l'asthme allergique, bien sûr, il y a l'asthme non allergique, et il ne faut pas évoquer les autres diagnostics. Vous avez dit qu'il doit magnifier des crises de tout diurnes. Oui, mais ça n'élimine pas l'asthmatique. L'asthmatique peut faire des crises diurnes de tout. Peut faire des crises à l'effort. Donc, ce n'est pas contre le diagnostic de l'asthme. Mais la présence des épisodes de sifflement ou de toux ou de dyspnée la nuit, c'est pas une pneumonie de l'asthme, mais pas toujours présent. Donc la radiographie thoracique est nécessaire pour un malade qui consulte pour la première fois, pour une symptomatologie qui traîne, dépasse les 15 jours, il faut donc demander une diagnostic positif. C'est pas pour le diagnostic positif. Là, pour éliminer le diagnostic différentiel, bien sûr. Le diagnostic de l'asthme, c'est un diagnostic clinique, on va le voir par la suite. Juste, j'ai mis cette slide pour montrer l'atopie, comment elle évolue avec l'âge. Donc, généralement, s'il s'agit d'un nourrisson ou d'un enfant, surtout pour rechercher des symptômes gastro-intestinaux, l'allergie alimentaire ou bien l'intolérance au lait de vache, ça évoque l'hyperréactivité bronchique et c'est un argument en faveur de l'asthme. L'eczéma, et puis vous voyez que la limite, la prévalence, elle augmente avec l'âge. Donc, pour chaque tranche d'âge, il faut rechercher certaines manifestations de l'atopie. Donc, juste un petit rappel, vous les connaissez tous, l'asthme, ce sont des épisodes récurrents, récidivants, de sifflement, et ou de toux, d'oppression thoracique, de sifflement, surtout la survenue la nuit, très en faveur de l'asthme. Donc, ça peut être tout simplement de la toux, ou bien, l'expérience interne, comme vous voyez, beaucoup des enfants qui consultent juste pour la toux, des crises de toux. Il n'y a pas de dyspnée ni de sifflement. Si vous interrogez les parents, ils vous disent que ce sont des enfants qui font des crises de toux lors de l'effort, lorsqu'ils rient ou bien lorsqu'ils pleurent. C'est la toux qui est la plus fréquente. Donc, vous n'attendez pas à avoir de la dyspnée ou de l'oppression thoracique pour obtenir le diagnostic de l'asthme. Chez l'adulte, des équivalents d'asthme, ce n'est pas les équivalents, mais les symptômes d'asthme. Voilà. Le sifflement peut s'agir tout simplement de pression thoracique, douleur thoracique. Donc, ça peut être le seul symptôme. Et on doit, bien sûr, chez un adulte, il faut être vigilant, il faut éliminer les autres causes cardiaques, mais aussi les crises d'oppression thoracique, ça peut être dans le cadre de l'asthme. حتى في l'auscultation en général des sous qui sont أكثر حتى من السيبيين. Généralement, c'est surtout les sifflements, les crépitants. Des sous, les crépitants, c'est pas fréquent dans l'asthme. Non, les sifflements, surtout les sifflements. Allège le sifflement parce que c'est l'obstruction bronchique qui donne le sifflement. Donc, les sous crépitants, il n'y a pas d'explication dans l'asthme. Les sous crépitants, sauf si il est infecté
suffoqué ou bien il a une bronchite, c'est le comblement alvéolaire par les sécrétions bronchiques, là on peut entendre les crépitants. Mais dans l'asthme, c'est surtout l'obstruction bronchique, donc on va entendre le sifflement de respiration, expiration à travers une bronche qui diminue de calibre obstrué. Alors, juste un petit rappel, la physiopathologie, deux grands mécanismes, vous les connaissez bien, dont l'asthme, c'est la bronchoconstriction et surtout l'inflammation. J'ai écrit exprès donc, en gras parce que c'est le principal mécanisme dans l'apparition de la maladie et les exacerbations de la maladie. Donc, il faut tenir compte, il ne faut pas oublier l'inflammation dans le traitement de l'asthme. Donc, c'est le mécanisme, le principal mécanisme dans la survenue de la maladie. Le diagnostic, donc, pour les sociétés savantes et pour nous, donc, le diagnostic, c'est la clinique. Il suffit d'avoir un bon interrogatoire, de réunir les éléments cliniques pour retenir le diagnostic de l'asthme. On n'a pas même besoin de confirmer le diagnostic, sauf s'il doute. Donc, c'est la clinique. Et vous voyez que selon le GINA, ce qui est en faveur de l'asthme, c'est la présence de plusieurs symptômes, que ce soit donc, le sifflement, la dyspnée, la toux, la douleur thoracique. Et surtout chez l'adulte, il faut réunir beaucoup d'éléments pour retenir le diagnostic de l'asthme. Les symptômes, surtout qui s'aggravent la nuit ou au petit matin, c'est très en faveur du diagnostic de l'asthme. La variation des symptômes dans le temps et dans l'espace, voilà. Parce qu'il fait des symptômes, surtout s'il est allergique aux acariens, dans les régions, dans les espaces où il y a l'humidité, il y a beaucoup de poussière. Et la variabilité peut être, il ne peut pas présenter, les symptômes le matin, mais au cours du soir, il y a l'apparition de symptômes. Donc c'est la variabilité dans le temps. Et surtout la survenue des symptômes au cours des épisodes des infections, des épidémies d'infections virales, des épidémies donc lors de l'apparition des infections virales, ça exacerbe la maladie. Il faut dire que chaque fois, lorsqu'il fait une grippe, il est normal, donc lorsqu'il n'est pas infecté, mais lors de la grippe, par exemple, une infection virale, il présente les symptômes de l'asthme, sauf en cas d'infection virale, c'est en faveur de l'asthme, ou bien l'exposition à des irritants, à des allergènes, poussière, le changement de climat, l'exposition à l'air froid, c'est très en faveur de l'asthme. Donc, on demande une spirométrie. Bien sûr, c'est diagnostic, c'est clinique, c'est pas pour confirmer, mais pour apporter plus d'arguments. Parce qu'on peut retenir le diagnostic de l'asthme si tout le tableau il est pathognomonique, c'est un jeune qui n'a pas d'antécédent, la radiographie n'a pas montré d'anomalie, donc la clinique il est très en faveur de l'asthme, on peut retenir le diagnostic de l'asthme. La spirométrie, elle permet d'argumenter le diagnostic et d'éliminer, par exemple, la BBCO chez les malades tabagiques, et chez qui on trouve une symptomatologie qui évoque l'asthme, mais on pense aussi au diagnostic de la BBCO. On va demander la spirométrie pour donc argumenter le diagnostic de l'asthme si on trouve un déficit ventilatoire obstructif réversible, amélioration donc des paramètres spirométriques, le VMS et la capacité vitale forcée, après prise donc des bronchodilatateurs. Voilà un exemple donc, de spirométrie. Vous voyez là le VMS, la capacité vitale forcée avant de prendre le bronchodilatateur à 25% et là à 109 avec une réversibilité de 28% et le VMS voilà à 74% avant de prendre les bronchodilatateurs et 92% après prise de bronchodilatateurs avec une réversibilité de 24%. Donc c'est un déficit ventilatoire obstructif réversible. Le diagnostic, si la clinique est très en faveur de l'asthme et à la spirométrie, on n'a pas trouvé un déficit ventilatoire obstructif réversible. On peut faire le diagnostic en cabinet. Si on n'a pas de spirométrie, on peut faire le diagnostic de l'asthme par le débitmètre, voilà, picomètre. Donc on peut faire des mesures au cours de la journée du DEP
sur 2 semaines, si on trouve une variabilité de la valeur du DEP entre le matin et le soir, donc c'est très en faveur de l'asthme. Comme on peut faire un test thérapeutique, si on n'a pas un déficit ventilatoire obstructif, mais la clinique est très en faveur du diagnostic de l'asthme, on peut aller à faire un test thérapeutique, c'est-à-dire on va mettre le patient sous corticothérapie, donc inhalée, traitement anti-inflammatoire pendant 1 mois, et on va voir s'il y a amélioration de la fonction respiratoire sous traitement. S'il y a amélioration donc, du VMS, c'est très en faveur du diagnostic de l'asthme. Pour le DEP, quelle est la variabilité excessive, madame? Valeur du DEP, Mais il y a une variabilité. Par exemple, peut-être le matin, au cours de la journée, il a un DEP normal, alors que le soir, il y a diminution de DEP. Cette variabilité, ce changement est en faveur du diagnostic de l'asthme. Le flomètre, des valeurs de référence selon la taille. Selon la taille et l'âge. C'est pas très bien. Ce qu'il faut, c'est le comparer pour le même patient dans la journée. La variabilité, il n'y a pas une recommandation. Pour le même patient, il y a une variabilité dans la mesure du DEP entre le matin, par exemple, au cours de la journée et le soir. Parce que généralement, les symptômes de l'asthme apparaissent, s'exacerbent pendant donc, chez notre patient, on a donc retenu le diagnostic de l'asthme. Alors, votre conduite à tenir thérapeutique, qu'est-ce que vous allez faire pour ce patient? Donc, on va le mettre sous traitement de fond. Il faut le mettre sous traitement de fond. Donc, comment donc, est-ce que vous allez mettre, comment vous allez le traiter? Corticothérapie inhalée. Bronchodilateur. À la demande, les paliers, voilà. Donc, juste un petit rappel pour les molécules qu'on utilise dans le traitement de fond. La corticothérapie inhalée, c'est le traitement de référence. N'oubliez pas donc l'inflammation chronique des voies aériennes. Donc, il faut le mettre sous traitement parce que ça prévient les exacerbations, ça diminue les risques d'hospitalisation et ça améliore la fonction respiratoire. Donc, pour les molécules les corticoïdes, les molécules, donc il y a la beclomethasone, la fluticasone et le budesonide. Bien sûr, il y a une différence dans les doses. Il y a les doses donc par exemple, pour les budesonides, c'est entre 200 et 400 microgrammes par jour. Dose modérée, c'est entre 400 et 800, et entre 800 et 1600 les doses fortes. Donc, c'est les équivalents entre les différentes molécules. Pour les bronchodilatateurs de longue irritation, donc jamais seul dans le traitement de l'asthme, c'est pas comme la BBCO. Vous pouvez commencer par les bronchodilatateurs sans corticoïdes pour les malades BBCO, mais pour l'asthme, il ne faut jamais donner le malade de bronchodilatateurs sans corticoïdes inhalés. Les antilucotriennes, ils ont une grande valeur dans le traitement donc de l'asthme aussi, mais surtout l'asthme d'effort et l'asthme persistant léger à modéré, qui n'est pas vraiment sévère. On peut le donner seul ou en association avec les corticoïdes. On va le voir par la suite des paliers de traitement selon le GIMAB. On peut mettre le patient sous traitement associé, corticoïdes inhalés avec bronchodilatateur d'irritation. Ça améliore encore l'observance thérapeutique. Les anti-IgE pour l'asthme allergique sévère, pour les malades ayant donc des IgE élevés. Donc on peut le mettre, bien sûr, en dernier recours. C'est lorsque le malade n'est pas amélioré sous traitement optimal et garde une maladie non contrôlée. On va le voir dans le 5e palier, le dernier palier de traitement. On peut introduire donc les anti-IgE, c'est un traitement injectable sous-cutané, très coûteux. Donc c'est le dernier palier. Donc, pour mettre le patient sous traitement donc, de fond, il faut passer par des paliers. Pour les malades, selon les recommandations donc, du GINA 2019,
Donc, juste pour les malades qu'on le voit pour la première fois, qui ne sont pas connus asthmatiques, mais que consultent pour la première fois, et chez qui on retient le diagnostic de l'asthme, il faut commencer par le palier 2 ou 3. C'est selon l'intensité des symptômes. Il ne faut pas commencer par le palier 1, mais le 2 et le 3, si on le voit pour la première fois, et surtout, ça dépend de la gravité des symptômes. Donc, selon le GINA 2019, le traitement par palier, par exemple pour le palier 1, c'est surtout pour les malades ayant un asthme intermittent, qui n'est pas persistant. Pour le premier choix, pour le premier palier, on peut ne pas le mettre sous traitement corticoïde s'il est intermittent, il n'a pas de l'asthme persistant, il ne fait pas beaucoup les symptômes de l'asthme. On peut donc juste lui donner des bronchodilatateurs de courte durée d'action en cas de besoin. Sinon, vous avez le deuxième choix, vous pouvez le mettre sous traitement corticoïde faible dose, donc de corticothérapie inhalée. Et bien sûr, avec les bronchodilatateurs courte durée d'action en cas de besoin. Pour le palier 2, donc pour les malades ayant oui, donc traitement de fond de première intention palier 1, vous pouvez ne pas le mettre sous corticothérapie. Pour l'asthme intermittent, c'est un malade qui ne fait pas beaucoup de symptômes toute l'année, c'est un asthme intermittent. Ou le deuxième choix, c'est la faible dose de corticoïde inhalée. Deuxième choix. Première intention ou deuxième choix. Pour le palier 2 maintenant, pour l'asthme léger, persistant léger, donc vous pouvez donner une faible dose de corticothérapie inhalée avec les bronchodilatateurs pour durée d'action en cas de besoin. Sinon, deuxième choix, vous pouvez donner les antileucotriens pour l'asthme d'effort ou l'asthme léger pour l'asthme d'effort. Voilà. Donc, on peut donner les antileucotriens ou bien faible dose de thiophénie. Mais il faut pas donner les enfants de la thiophénie, c'est contre-indiqué chez les enfants inférieurs à 2 ans. Et on n'a pas vraiment l'habitude de donner beaucoup de la thiophénie dans le traitement de l'asthme. Surtout, on a la corticothérapie inhalée, c'est le meilleur traitement anti-inflammatoire, plus puissant que la thiophénie. On peut donner donc soit de la corticothérapie inhalée ou bien les antileucotriens. Alors, pour maintenant le palier 3, pour l'asthme donc modéré, persistant modéré, donc qui n'est pas vraiment très sévère, mais quand même, notre malade, il est gêné par ces symptômes. Donc, en premier choix, on peut donner une faible dose de corticothérapie inhalée avec les bronchodilatateurs de longue durée d'action. C'est le premier choix. Sinon, une dose moyenne à forte de corticoïde inhalé, ou bien, donc, corticoïde inhalé faible dose avec les antileucotriens. Mais vous voyez là, les possibilités de traiter l'aggravation des symptômes sous traitement de fond, c'est-à-dire le malade peut prendre de bronchodilatateurs courte durée d'action en cas d'exacerbation légère, bien sûr chez lui, ou bien il peut prendre l'association faible dose corticoïde inhalé formoterol, donc seulement le formoterol. Et pour les corticoïdes inhalés, là pour le traitement de l'exacerbation, sauf pour les malades qui sont sous budesonide ou beclomethasone. Donc pas le fluticasone. Pour les malades qui sont sous traitement de fond, ils prennent de budesonide ou bien beclomethasone avec le formoterol, ils peuvent utiliser leur traitement de fond pour soulager une légère crise chez eux. Et donc à partir du palier 3. Voilà. Donc pour ces malades, il y a la possibilité de les prendre. Sauf qu'ils sont déjà sous corticoïdes, budesonide ou beclomethasone, formoterol comme traitement de fond. Madame, je vais juste pour l'exacerbation. Donc déjà, il le prend. Alors pour le palier 4, c'est pour les malades ayant un asthme sévère. Donc, on peut traiter ces malades par une dose forte à moyenne de corticoïdes inhalés, on augmente les doses avec bronchodilatateurs longue durée d'action, ou bien, comme alternative, on peut ajouter avec l'association
corticoïdes inhalés, bronchodilatateurs longue durée d'action, la tiotropion. Surtout les malades exacerbateurs fréquents qui font beaucoup d'exacerbations, qui nécessitent l'hospitalisation, hypersécrétants. Donc on peut associer le tiotropion. Ou bien, vous pouvez donner corticoïdes inhalés forte dose avec les antileucodriens. Alors pour le palier 5, c'est pour les malades qui sont déjà sous traitement optimal et qui gardent un asthme difficile à contrôler, c'est l'asthme sévère, difficile à contrôler, c'est une entité seule, l'asthme difficile à contrôler. Donc ce sont des malades sous corticoïdes, forte dose inhalée, plus les bronchodilatateurs de longue duration. On peut ajouter dans ce cas soit le malezumab, c'est les anti-IgE pour l'asthme allergique sévère, ou bien le tiotropion, ou bien les IL5, les anti-IL5, traitement donc immunosuppresseur, mais bien sûr, on va donner chez les enfants moins de 12 ans. Et on peut donner comme deuxième choix, avec ce traitement optimal, on peut, dans certains cas, donner de la corticothérapie par voie orale pendant une durée plus ou moins longue, sans dépasser les 2 grammes par an. Donc, on peut donner pendant quelques jours, on arrête et on peut reprendre. Pour les malades déjà, par exemple, sous forte dose de corticoïdes inhalés, avec bronchodilatateur longue durée d'action, avec le tiotropion. Donc, s'il ne s'améliore pas, on peut donc lui prescrire de traitement corticoïde par voie orale, par voie générale, pendant donc, une durée, donc on arrête, puis on reprend, sans bien sûr dépasser les 2 grammes par an. Donc, avec la possibilité, en cas de crise, donc, de bronchodilatateur pour durée d'action, ou bien l'association, que ce soit associé ou dissocié, les corticoïdes inhalés, donc formoterol, comme l'aérophore, donc c'est la formoterol, l'aéronide, c'est les bédosinib. On peut donc le prescrire dans le traitement de l'exacerbation. Alors, la durée du palier, on doit maintenir le malade. Si on met le malade sous traitement de fond, il faut le maintenir au moins 1 mois à 3 mois avant de changer. Pour l'asthme non contrôlé et sans traitement, qu'on cite pour la première fois, comme notre cas, il faut commencer d'emblée par le palier 2 ou 3, en fonction bien sûr de l'intensité des signes. Si le malade est bien contrôlé, pendant au moins 3 mois, on peut donc penser à dégraisser les doses de corticoïdes pour donc arriver à la faible dose qui peut maintenir le contrôle de la maladie. Il faut chaque fois penser, s'il est bien contrôlé, de diminuer la dose de la corticothérapie inhalée. La surveillance, bien sûr, avec l'évaluation tous les 3 mois, une spirométrie au moins par an est nécessaire chez le malade asthmatique, et surtout l'éducation sur l'utilisation de traitements, sur l'éviction des facteurs aggravants, les facteurs qui entraînent l'exacerbation, donc les malades qui ont une allergie aux acariens doivent éviter l'exposition aux poussières, les femmes de ménage doivent diminuer l'exposition aux irritants comme le javel. Donc, il faut une hygiène de vie pour diminuer donc, la sévérité d'exacerbation. Quelle est, s'il vous plaît, la sévérité de la spirométrie annuelle? Pour voir l'évolution de la maladie. Il y a l'asthme qui, pour les malades qui évoluent depuis plusieurs années, il peut évoluer vers le trouble ventilatoire obstructif fixe, c'est-à-dire qu'il devient irréversible et c'est grave. C'est-à-dire que le malade n'est pas bien contrôlé sous son traitement. À la symptomatologie. Et bien sûr, c'est du systématique. Par an, oui, c'est systématique pour voir l'efficacité du traitement. Pour un malade sous traitement de fond de l'asthme et qui garde un trouble ventilatoire obstructif irréversible, c'est-à-dire c'est le traitement qui n'est pas efficace, qu'on n'a pas bien agi sur l'inflammation chronique. L'évaluation tous les 3 mois. L'évaluation sur le plan clinique. Sur le plan clinique. Quel que soit le palier qu'on a. Il faut garder le palier 1 à 3 mois. Il faut contrôler tous les 3 mois. Chaque fois, si on change le traitement, il faut contrôler le malade dans 3 mois. Et s'il est stable? S'il est stable. Bien sûr, s'il fait des exacerbations, il va consulter, bien sûr. Mais s'il est stable, on donne 3 mois. Dépression, c'est qu'il garde le contrôle de sa maladie au bout de au moins 3 mois.
si elle est stable, sous traitement de fond, pendant au moins 3 mois, on peut donc penser à faire la dégression de la corticothérapie inhalée, surtout pour la dégression du corticoïde. Par exemple, les malades qui sont bien contrôlés pendant l'hiver et le printemps, on peut penser de diminuer les doses pendant l'été et même on peut, c'est le step down et le step up. Donc on peut augmenter comme on peut diminuer et on peut même arrêter le traitement donc chez les enfants ou surtout chez les enfants parce que pendant l'été. Pour les malades qui passent l'hiver et le printemps sans exacerbation ou qui font des légères exacerbations, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas le changement, le renforcement de traitement ou l'hospitalisation. Mais chez l'enfant, on passe au step down plus souvent en été. Oui, en été, il y a la diminution des infections virales qui sont les causes de l'exacerbation. Mais il y a des enfants qui ont de l'asthme persistant et surtout allergique aux acariens. Les acariens, on le trouve durant toute l'année. Il y a beaucoup de gens qui rentrent à Gabès durant l'été. Ils habitent à Tunis ou en France. Les chambres sont fermées. La première ligne pour la crise. Parce que la maison est fermée durant toute l'année. Ceux qui intègrent le maison qui étaient fermés pendant longtemps. Donc, pour les nouveaux contrôles, on contrôle donc les malades tous les 3 mois. Sur quels critères? Donc, ces paramètres-là. Donc, on va chaque fois, si on voit donc, le patient au cours du contrôle, on va l'interroger sur ces paramètres. Donc, on va voir est-ce qu'il fait des symptômes durs, est-ce qu'il a une limitation de son activité ou il est actif, est-ce qu'il présente des symptômes nocturnes, est-ce qu'il utilise beaucoup le bronchodilatateur de courte durée d'action, le DEP, si il est possible. Et donc, on dit qu'il s'agit d'un asthme contrôlé s'il ne présente aucun de ces paramètres. Donc, il n'a pas de symptômes durs ou au maximum 2 fois par semaine. Il a une activité qui est conservée. Il n'a pas de symptômes nocturnes, surtout il n'y a pas de symptômes nocturnes. Il n'utilise pas fréquemment donc les bronchodilatateurs pour durée d'action. Là, c'est une maladie, on dit qu'il s'agit d'un asthme contrôlé. Partiellement contrôlé si l'un de ces paramètres existe. Et non contrôlé si 3 ou plus des paramètres du contrôle de la maladie. Pourquoi c'est très important? Parce que sur ces paramètres, on peut juger de renforcer ou de faire la dégression du traitement. Donc, si le malade, il a une maladie qui est bien contrôlée, donc on peut réduire les doses du traitement. Si la maladie elle est partiellement contrôlée ou non contrôlée, ou le malade présente une exacerbation, il faut penser à renforcer le traitement et passer bien sûr par palier. Et chaque palier, au moins, on va garder le malade au moins pendant 1 mois. Et puis, on change. Donc, on ne fait pas les switches rapidement. Il faut attendre 1 mois, voir s'il y a une amélioration des symptômes. En pratique, je vais vous poser une question. En pratique, le fait de ne pas trouver le malade bien contrôlé, au bout de 1 mois, l'exécution de l'ordonnance au niveau de la clinique, est-ce que vous donnez un traitement de 1 mois à avoir le il y a d'autres choses qu'il faut rechercher avant de changer le traitement. La cause du mauvais contrôle, l'observance thérapeutique. Voilà. Même s'il y a des molécules qui peuvent l'utiliser, qui sont une grande éducation. Question au niveau de la crainte avec l'éducation de la prescription, c'est tous les 3 mois. La prise en charge de tous les mois. Ici, c'est tous les 3 mois. Et lorsqu'il y a une exacerbation de en principe, on fait revenir le malade avec un traitement de 1 mois. C'est le côté pratique. Tu changes le traitement. Avant de changer le traitement, c'est là qu'il faut changer le traitement. يفهمك على كلام معناها وقت الشونجمون ولا شنو؟
changement de Le traitement. malade, lorsqu'il est contrôlé, on va se dire lui renouveler son traitement tous les 3 mois. La PCI, 11 de D'accord. Et lorsque le malade agit maintenant en état d'exacerbation ou en état de surinfection aiguë, c'est-à-dire on doit réviser bien sûr le traitement, chercher la cause de cette exacerbation et modifier le traitement pour une durée qui complète les 3 mois. يبقى ديما اسيجيتي ل 3 mois avant qu'on fait انت traitement de fond كتبتوا له من الاول 3 mois. وجات pour exacerbation après 1 mois. Donc il faut traiter l'exacerbation. Et il faut rechercher la cause. renforcement après 1 mois. فهمتك sans renforcer فهمتي ça peut être أول حاجة تصير l'exacerbation de cause virale. Il faut traiter ولا bronchite bactérienne ولا اليوم. Donc il faut traiter l'exacerbation dans les corticoïdes par voie générale. Je faut traitement d'exacerbation par voie générale pendant courte durée. Il va s'améliorer et bien sûr il ne va pas arrêter son traitement de fond. Et là je me dis les nouveaux les 3 mois. معناها انت مش مضطر de changer le traitement de fond أقل من 3 mois. هو جاي pour l'exacerbation. Il faut traiter l'exacerbation. Entre temps il faut réviser, il faut voir est-ce que c'est le maladie observe bien son traitement, il sait utiliser son traitement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui aggravent la maladie, tabagique, obèse, sinusite, il faut traiter sinusite, rhinite, reflux, gastro-œsophagien. Donc, une question pertinente على بونجي. voilà بالنسبة للPCI كل شيء يقول لك كان عنده VMS 200% ولا عنده perfusion c'est déjà عنده la PCI يقول لك كان عنده VMS 200% ولا عنده perfusion sévère donc c'est déjà mieux pour la PCI. بالنسبه للمواد الانفلاسيون سير الايام كان سيرفيس دو سونسيمون دو لا يورج يقولوا باش يبدل لك معناها سو شونجي التريتمون دو فون في بالك هذا التروما ما عندوش حق سي فري ما نمشي نقعد كل شهر موا تبدل تعمل سويتش هذا لا انت تبدا l'exacerbation فماشي صحيح on peut attendre les 3 mois et il faut voir au bout de 3 mois est-ce que est bien contrôlé ben quand le téléphone est حاطينه وقت انت tu penses à changer ou non ça dépend كيما قلت لك les facteurs aggravants اللي باش نشوفوهم هذوما تو il faut éliminer que le malade ما عندوش facteur qui intervient وهو اللي مخليه non contrôlé malgré اللي انت واقف حطيته sous traitement de fond باهي فهمت avant de faire le changement ثبت ما عندوش شيء هو il s'expose encore par exemple les femmes les femmes de ménage حتى sous traitement de fond انا شو في من كل consultation ولا بالك مش جافير باش تبطل مش تبطل دونك تبقى ديما en exacerbation ديما ما كونترولي malgré اللي انت خليتها traitement de fond هاي خاطر هي ديما exposée aux facteurs aggravants donc هذا على chercher الفumée du tabac راهو التباع il diminue la sensibilité aux corticoïdes ça diminue l'efficacité des corticoïdes كان يوم هو il fume toujours راهو الكورتيكويد ما يعطيش الإفكت نتاعو ومام يكون كان ازم الرجيك على ايزونوفيل ولا ازم نو الرجيك على نيتروفيل اللي هو هذاك الكيل بي سي عباره بي سي دونك جامي il va trouver الفونكسيون ريسبيراتوار نتاعو نورمال الرينيت il faut bien traiter la rhinite راهو اذا كان non traité ça elle a une répercussion sur la maladie الرفلو راهو الرفلو il est très fréquent تشوف par expérience اكثريتهم الازماتيك عندهم رفلو il faut les mettre sous traitement du reflux pour avoir le contrôle de la maladie. L'obésité, dans le cadre de la sensibilité aux corticoïdes, les sinusites, comme un malade, on va chez les sinusites, on va les sinusites non traitées, ça laisse la maladie non contrôlée, malgré les traitements de fond. Donc on passe maintenant au deuxième cas clinique. On va être plus rapide, mais
Donc on a vu au premier lieu donc, le traitement de fond. Maintenant, deuxième cas clinique, donc il s'agit d'une dame âgée de 55 ans, hypertendue, asthmatique déjà connue, sous traitement de fond, corticoïde inhalé, donc c'est une asthmatique connue, hypertendue, un peu âgée, donc sous corticoïde inhalé et bronchodilatateur de courte durée d'action à la demande. Alors, elle vient vous consulter pour une toux productive, ramenant des expectorations dans le date, la fièvre, sifflement, l'esprit nocturne et le tout évoluant depuis 3 jours. Alors, quel est votre diagnostic? Je diagnostic, c'est une asthmatique hypertendue ou qui est conçue pour l'exacerbation. Voilà, donc c'est une exacerbation d'asthme parce que. C'est pas la fièvre, il y a un diagnostic d'exacerbation. La dyspnée. Voilà, c'est l'aggravation des symptômes de la maladie. Donc, une infection bronchique. Voilà, donc c'est casser la cause. Donc, c'est le sifflement, la dyspnée nocturne et l'exacerbation de sa toux. Donc, c'est l'exacerbation, comme vous l'avez dit, mais aussi, si il y a un doute, surtout il y a la notion de la fièvre, il faut ne pas hésiter de demander une radiographie thoracique pour éliminer un diagnostic différentiel avec l'exacerbation de l'asthme. Une pneumonie, ce n'est pas la cause de l'exacerbation. L'exacerbation, c'est un diagnostic à part de l'asthme. Maintenant, les sociétés savantes parlent d'une exacerbation lorsqu'il y a une aggravation aiguë des symptômes de l'asthme, dont la cause soit une exposition excessive aux allergènes ou bien une bronchite aiguë d'origine virale ou bactérienne ou bien d'origine non connue ou l'exposition à une pollution atmosphérique. Mais la pneumonie, c'est un diagnostic différentiel. Donc, si une patiente qui présente une fièvre, tableau aigu depuis 3 jours, ne pas hésiter à demander une radiographie pour éliminer donc diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'on dit c'est une exacerbation d'asthme plus une pneumonie, mais causée par la pneumonie. C'est obligatoire, il ne faut pas hésiter à faire demander une radiographie. C'est obligatoire, voilà. Donc de faire une radiographie thoracique pour éliminer que ce soit une pneumonie, ou une pleurésie, ou un OAP, surtout que la malade elle est hypertendue, même le sous d'OAP peut donner les sifflements, donc pour rechercher un diagnostic différentiel. Alors, donc voilà, à l'examen, notre patiente elle était angoissée, fébrile à 38,5, elle est polypnique à 24 cycles par minute, avec une saturation LR-ambiant de 94%, elle a des sébilants bilatéraux, avec une tachycardie sans battement, tension conservée, et il y a une baisse de depth à 60%. La radiographie thoracique, alors qu'est-ce qu'elle montre? Distension thoracique, donc tout simplement une distension thoracique. Donc il y a l'aplatissement des copoles diaphragmatiques, l'augmentation des espaces intercostaux. Donc peut-être il y a une augmentation de la trame bronchique au niveau des bases, mais il n'y a pas de cardiomégalie. C'est la distension thoracique. C'est la distension thoracique, donc il n'y a pas une pneumonie, ni pleurésie, ni autre chose. Mais, alors, la conduite à tenir, donc chez cette patiente, qu'est-ce que vous allez faire? Soigner traiter l'exacerbation. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour traiter cette malade? La conduite à tenir pratique. Alors, c'est une patiente qui a une exacerbation d'asthme. Donc, comment vous allez traiter? C'est une association. C'est une association corticostéroïde plus une formicologue. Avec c'est le traitement de fond. Ça s'utilise en aiguë aussi. Donc pour une exacerbation légère, mais c'est une patiente qui vient consulter, mais quand même, elle a donc des signes de gravité, la polypnée, elle désature, elle picarde un peu, donc c'est une exacerbation. حتى كان جبت الكريم مش commencer par une utilisation.
Donc, sur quel critère? On va commencer par exemple par les nébulisations. Comment ça discussion? Il y a 14, je l'ai dit. Et donc, كيما قلت انت علاش ما عملت ليبريزاسيون شنو اللي باش يفرق يخليك يا تعمل ليبريزاسيون يا اما تحطوا دوز دونك دو تريتمون دو فون. إذا دو أكسيون رابيد لا لا انت كيفاش تختار ما بين ليبريزاسيون ولا مش ولا ليبريزاسيون شنو معناها؟ Le malade se dit que ça conduit. Si la malade peut utiliser des corticosteroïdes, les aérosols, je vais peut-être prescrire l'aérosol à cours d'utilisation au début. Sinon, je vais mettre une. Et معناها سو كاين كريتير انت علاش اخترت هكا؟ L'adaptation du malade. شنو؟ L'adaptation du malade. Si le malade ne peut pas utiliser هي جاتك للكابيني اي كونسول بور اكزاسيرباسيون اي انت باش تحط التريتمون دو l'épisode et mais هذاك l'antibiothérapie c'est la cause mais donc pour l'exacerbation pour cette aggravation de l'obstruction bronchique de l'inflammation avec le traitement de fond donc tu vas traiter l'exacerbation c'est plus simple que ça il faut évaluer la gravité de l'exacerbation. Est-ce que c'est une exacerbation légère ou une exacerbation modérée, légère modérée ou bien sévère? Est-ce que tu peux le prendre en charge? Fait qu'habilitaire, on peut compléter la prise en charge en ambulatoire, mais la grave, il faut temporiser la patiente et puis il faut l'adresser aux urgences. Pour hospitalisation, il faut évaluer l'état du malade. انت كنا هذاك اللي تعمل ما قلتوش انت خاطر انت سيلون l'état du malade يا اما مش تقولها تعمل تيكوفي من تريتمون نتاعك دو فون pour s'améliorer ولا تحط سونيبيليزاسيون على خاطرك انت سيلون لا gravité de l'épisode اللي جاتك عقيم مريضه donc angoissée c'est sûr qu'elle est gênée ou elle est angoissée polyclinique donc c'est pas معناتها une crise qui nécessite une bouffée de traitement de fond. Elle est vraiment un peu grave, donc disons un peu grave. On va voir donc l'évaluation, le traitement de l'exacerbation doit passer tout d'abord par l'évaluation de la gravité de l'exacerbation. Donc, dans votre cabinet, si la patiente est consulte, il faut tout d'abord évaluer la sévérité de l'exacerbation. Voilà, sévérité d'exacerbation, et rechercher les facteurs de risque de décès par asthme. C'est très important. Est-ce que le réel dit que sous traitement, il n'y a pas de facteur il n'y a pas des facteurs de risque de décès par asthme, ou est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Est-ce que c'est une maladie qui est sévère? Il faut commencer le traitement dans le cabinet et puis il faut l'adresser aux urgences. Pour l'hospitalisation. Donc, la première étape, c'est d'évaluer la gravité de l'exacerbation, puis rechercher les facteurs, en même temps, bien sûr, il faut rechercher les facteurs de décès, de risque de décès par asthme, les facteurs déclenchants, voilà, et les fébriles, probablement bronchique d'origine bactérienne, et on démarrer en même temps le traitement. Alors, l'évaluation de la gravité selon le GINA, on a trois. Donc, il y a soit il s'agit d'une crise légère à modérée, ou bien c'est une crise sévère, on parle d'asthme aigu grave, ou elle a dit qu'elle a vie en danger déjà en extrême gravité. Alors, une crise légère à modérée, c'est un patient. Donc, une crise légère à modérée, c'est une patient, donc c'est un patient qui parle en phrase, il préfère assis, mais il est non agité, il est polyclinique, mais toujours la fréquence inférieure à 30 cycles par minute, il n'y a pas de signe de lutte, la fréquence cardiaque est tachycarde, mais inférieure à 120, et désature, mais pas moins de 90%, avec un dette qui reste toujours supérieur à 50% de la valeur théorique. L'asthme aigu et grave, ou ce qu'on appelle aussi la crise sévère, c'est un malade qui parle en mots, donc assis penché en avant, agité, donc tachypnie, avec des signes de lutte, tachycarde, des désatures, moins de 90%.
avec un DEP qui bat. Et voilà les signes de pré-arrêt respiratoire. Votre malade, elle présente une crise légère à modérée ou un asthme aigu grave? Légère à modérée, voilà. Donc, on va voir la conduite atomique. Avant tout, il faut voir les facteurs de risque de décès par asthme. Et les malades ayant déjà des antécédents, c'est très important, les malades qui ont des antécédents d'hospitalisation pour réanimation pour crise d'asthme grave, les malades qui consultent plusieurs fois aux urgences, et les n'utilisent pas de corticoïdes inhalés, déjà en sous traitement de fond, corticoïdes inhalés, les malades ayant des antécédents psychiatriques, les malades ayant une mauvaise observance, et une allergie alimentaire. L'allergie alimentaire est très grave. C'est un facteur de mauvais contrôle de la maladie asthmatique. Dans les malades qui ont une allergie alimentaire, ils ont une crise d'asthme sévère, peut mourir par crise d'asthme à cause de l'allergie alimentaire. Donc, c'est grave. Et donc, ce sont les facteurs de décès par asthme. Alors, tu vas prendre en charge la malade dans la cabinet et l'adresser en ambulatoire. Psychiatrique, معناها المرض عنده psychose اللي تعرفوا انت ما يفهملكش التريتمون اللي كتبته له ولا اللي هو en isolement social اللي ما عندوش فاميل اللي هو عايش وحده وكان يتعب اسكو يبقى كونسيلتي ريكونسيلتي ولا اللي ما كوبيرون صحيح اي كان هو ما عندوش المرض الازماتيك هو نون كوبيرون معناها تخاف كل مرض ازماتيك يجي avec des antécédents psychiatriques. لا اللي هو نون كوبيرون معناها هنا ترد بالك كان هو عنده كان انتيسيدون بسيكاتريك واذا كان بيان كوبيرون بيان تريتي بدواء وما عندوش اوتر اي ولا برا فامي ولا لا بيان سور اما اللي يبدا بسيكوز اللي با بيان تريتي ولا اللي هو عايش وحده فما باش عباد معناها عنده بسيكوز وعايش وحده اللي ايزولي اللي معناها délaissé par ses parents, donc il faut donc être vigilant dans la prise en charge de ces malades. Mais, donc, chaque facteur déclenchant, on peut rechercher, surtout les infections d'origine virale, on a les facteurs qui causent l'exacerbation de la maladie. Il faut les traiter, bien sûr, car ils peuvent être la cause de l'exacerbation ou d'une prochaine exacerbation. Il faut traiter le reflux en même temps. Éducation pour les mauvaises observances thérapeutiques, traiter les infections orales ou pulmonaires associées. Et pour le traitement, donc, chez notre patient, déjà, c'est une crise légère à modérée. Donc, la prise en charge, donc voilà, c'est une crise modérée. Le traitement, avec ce nom, donc le GINA, pour les crises légère à modérée, on peut la prendre en charge en ambulatoire. Donc, je peux faire un petit peu comme traitement en ambulatoire. Mais pour les crises sévères, asthme aigu grave, les moments plus graves, bien sûr, il faut l'adresser en urgence. Il ne faut pas les prendre en charge. Donc, sauf les malades ayant une crise légère à modérée, on peut commencer le traitement dans la cabinet. S'il y a amélioration, on peut les adresser avec une ordonnance en ambulatoire. Donc la prise en charge peut se faire en ambulatoire. Donc détail pour le traitement. Alors vous pouvez commencer par les bronchodilatateurs pour durée d'action en bouffée ou en immunisation, toutes les 20 minutes pendant la première heure, avec une dose de corticoïdes par voie générale, 1 mg kilo, maximum 50 mg chez l'adulte ou l'enfant, 1 à 2 mg kilo, maximum 40 mg, plus donc une surveillance de la saturation. L'objectif est d'avoir une saturation au moins de 93% pour l'adulte ou l'enfant, maintenant je peux 94% de saturation. لازم الكورتيكوثيرابي parfois générale نعطيهم على اسلوب النيزولار ولا تطبيق كيف je نوريك انا les équivalences. Je نوريك les équivalences, ما بين التريتمون ما les équivalences. هو comme effet anti-inflammatoire شو اسمه الدexamethasone, l'Unidex عنده effet anti-inflammatoire le plus puissant. Maintenant je نحط سوليبرات كما تحب كورتونسيل
فما des malades cardiaques ما نجمش تعطيه زرق للميداكس دونك كاربوهيدرات اسكولير كانوا سو سيمبتوم باغ اكزومبل وقتها انت مضطر باش تعطي البريدنيزولون ولا البريدنيزون. Dans les urgences, la chambre d'immunisation est très efficace. Bien sûr, bien sûr. Il y a des manipulations, il y a une chambre d'immunisation. Pour les crises graves, est-ce que vous avez enlevé le code de la salle d'urgence de l'hôpital de Lyon? انا ما نستعملوش 100 مره نقول لهم ما ياخذوش ونكلمهم في ليزيرجونس تقول لي عملت ليبيليزاسيون في الميكرو نقول لها ما عنده حتى افيكاسيتي هو حتى شي لونفون ما عادش يستعملوه. الديليغي تاع استرا لا لا يعرفوا توا احنا رانا كونفيتي تقول c'est un traitement de fond, d'une part. D'autre part, c'est une suspension, c'est pas une solution. Il faut des nébulisateurs agréés. Il faut que la suspension, il faut un nébulisateur qui fait parvenir cette suspension, soit au genou, soit aux branches. Le corps تمشي مع النébullisateur. Ça n'agit pas tout de suite. Bien sûr. Les pas efficaces. هو انت حاجتك باللي فيه وقتها سورتو برونكوديلاتاتور المريض اون كريز هو مخلوق حاجتك برونكوديلاتاتور كورتيكويد اناليك كما قال ما هو ان با اجي رابيدمون ما حاجتكش بيه حاجتك بروا جينيرال بور سولاجي سيت انفلاماسيون مي سورتو بور مونيفي لوبستكسيون دونك حاجتك برونكوديلاتاتور efficace اللي هو سيرتو بريكانيمي ساعات كان المريض كاردياك تاكيكارد باش تعطي لك الفونت دونك هو انتيكولينرجيك افيكاس موان كو البريكانيمي مي هو افيكاس مي با لو بيبيكورس كيما قال ما عنده حتى ايفي لا لي في انتي انفلاماتور اللي يحب له باش يخلط ولا لي في برونكوديلاتاتور اللي حاجتك في وقت مخلوق المريض حاجتك بالبرونكوديلاتاسيون l'association bronchodial فيه دو anticholinergique ou bronchodilatation. Alors, donc avec le traitement de l'exercitation, on fait une évaluation au bout d'une heure. Si vraiment une bonne réponse, معناها amélioration de symptômes, عندك حطيت له ليبيليزاسيون، انجكسيون كعبة الإندكس ولا باش ياخذ السوليبريل، عندك في الكابينة تصور الإندكس راح تاخذوا بيه أكثر حاجة، خاطر هما يحبوا لي انجكسيون هذا. Donc, avec la nébulisation, donc bricanil, et atrovane, s'il y a amélioration de symptômes, il se soulage, dès la saturation, donc voilà, pour le 94, donc là, on peut donner un traitement en ambulatoire, bronchodilatateur pour durée d'action de Bouffifo 4 pendant quelques jours, au lieu de l'immunisation, avec obligatoirement corticothérapie par voie générale 5-7 jours. L'enfant entre 3 et 5 jours, sans dépasser les 5 jours. L'adulte ne joue pas à 7 jours, une semaine déjà, je crois tout. Avec le traitement de fond interne, ou si le malade déjà il était sous traitement de fond qui est jugé inefficace, on peut changer le traitement de fond. Tu peux changer le traitement de fond avec une bonne éducation. Et puis, vous pouvez le voir après une semaine, 15 jours, pour évaluer l'état de votre malade. Maintenant, si on a les équivalences, donc c'est à 5 000, donc prédisant le corpensil, par exemple 5 comprimés de corpensil équivaut à soluble 20, ou équivaut une ampoule, une index à 4 mg, 16 mg de midrol ou 100 mg de mixixinate. Théoriquement, l'examéthasone est là l'effet anti-inflammatoire le plus puissant. Plus rapide. Plus rapide ou plus puissant surtout. Car هما يكونوا مش les corticoïdes synthétiques, فما اللي هما synthétiques واللي هما naturels, l'examéthasone. Si le détail, on a l'examéthasone l'effet anti-inflammatoire le plus puissant. Donc, quand ça cabet cortensil est égal à une cabet unidex 4 mg, soluprel un comprimé 20 mg. Ou 100 mg d'imixixinate d'hydrocortisone. Donc, si pas de réponse, bien sûr, il faut transférer le malade, il faut l'adresser aux urgences parce qu'il ne s'améliore pas. On ne peut pas le laisser partir à domicile. Et crise sévère, généralement, c'est une urgence pour vous, à transférer, bien sûr, aux urgences parce que c'est l'indication d'hospitalisation. Mais en attendant que le malade il va partir
aux urgences, on peut commencer les mobilisations, ou bien les bouffées de coordinateur pour l'action, elle a bouffé le traitement de fond, par exemple, les solides formiturales, avec la métazole formiturale, plus ou moins chambre d'inhalation qui va être très efficace puisque vous êtes fatigué. Corticoïdes, on peut commencer l'injection ou le traitement par voie orale, plus d'oxygène en attendant que le malade s'améliore un peu, mais il faut l'adresser pour hospitalisation. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'étais claire? J'espère que j'étais claire.